Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle. Mesdames et messieurs, bonjour, mon nom est André Allard et je vous souhaite la bienvenue à ce 6e épisode. Oui, 6. 6e épisode des Ailes du Québec. Aujourd'hui, le sujet, c'est les avions électriques, les drones, taxis aériens et voitures volantes. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi moi, je fais preuve d'un optimiste prudent face à ça et les défis auxquels fait face cette industrie. Et avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ici en bas. Si vous aimez l'épisode, vous cliquez j'aime. Ça nous aide toujours pour le référencement. On ne vous demande pas grand-chose, juste de cliquer généreusement. Alors, le sujet du jour, drone, taxi aérien, avion électrique et voiture volante. En fait, la semaine dernière, lors de son forum innovation, Airbus a dévoilé son concept là, de taxi urbain, entre guillemets, là, le Airbus, le City Airbus. Et on pense pouvoir faire un premier vol avec ce véhicule-là en 2023 et obtenir une certification en 2025, ce qui est tout de même relativement court comme période de développement, mais il faut pas oublier non plus que Airbus travaille sur ce concept-là depuis plusieurs années déjà, donc ils sont très avancés dans la recherche de base. Maintenant, Airbus n'est pas seul. Écoutez, des projets de taxi aérien ou de taxi urbain, s'il n'y en a pas 1000 sur la planète, il n'y en a pas un. Il y en a, c'est incroyable, c'est extraordinaire de voir toute l'effervescence qu'il y a alentour de cela. Cependant, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, comme dit le dicton, puis il y a beaucoup de projets, il y en a peu qui vont se rendre sur le marché, puis une fois sur le marché, il y en a peu qui vont survivre les 5 premières années de mise en marché, et je vous explique pourquoi. Premièrement, certification de véhicules, il y a toujours la règle de la redondance quand on est dans un véhicule aérien. Quand on est dans un véhicule électrique à multi-rotor, il faut s'assurer que la panne d'un des systèmes électriques n'entraînera pas, ou d'un des rotors ou d'un des propulseurs n'entraînera pas une perte de contrôle ou la catastrophe. Donc, il faut avoir suffisamment de rotor et d'énergie disponible pour être capable de se propulser en cas d'une panne. Une façon simple de compenser, c'est que sur chaque rotor, il peut y avoir 2 moteurs. Donc, lorsqu'un moteur tombe en panne, vous perdez seulement 50% de puissance, de sorte que même si tous les moteurs, sur tous les roteurs, il y avait un moteur qui tombait en panne, vous auriez toujours 50% de la puissance. Donc, on parle de redondance, mais ça veut dire que vous avez 2 fois plus de moteurs que nécessaire. C'est ça que ça veut dire. Donc, prenez note, on augmente le poids. Ça, c'est le premier facteur difficile. Donc, on se trouve à avoir des véhicules plus pesants que prévu. Si on a des véhicules plus pesants que prévu et qu'on utilise l'électricité, ça prend plus de batterie. Donc, plus de batterie, plus de poids, plus de rotor. Et qui dit plus de rotor, dit plus de bruit aussi. Parce qu'il y a une équation. Si vous avez un seul rotor d'1 kW, propulsé par un moteur d'1 kW, vous allez avoir le bruit qui vient avec. Si vous avez 5 rotors de 5 kW, c'est pas nécessairement 5 fois plus de bruit, mais ça s'additionne et ça finit par faire des bidules qui sont assez bruyants. Dans le cas d'Airbus, on dit qu'on a trouvé la solution pour le bruit, puis qu'on est capable, en décollage, de faire 70 décibels et 65 en croisière. Ça, c'est intéressant. Et dans les véhicules qui ont des chances d'être certifiés, il faut noter que tous ceux qui n'ont pas aucune aile, qui ne reposent, dont la sustentation dans l'air, ne repose que sur les rotors, donc le déplacement d'air vertical ou presque vertical, tous ces véhicules-là sont plus difficiles à certifier et ils sont nécessairement plus bruyants parce que à partir du moment où
vous devez vous maintenir dans l'air uniquement sur la puissance des moteurs, ben vous avez besoin de plus d'énergie. Tandis un véhicule, par exemple, à décollage vertical, mais qui aurait une aile, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a transféré le vol en vol horizontal, donc on est passé du vol vertical au vol horizontal, à ce moment-là, l'aile va générer de la portance et réduire la quantité d'énergie nécessaire pour soutenir le véhicule dans l'air. Donc, ça réduit aussi le bruit, mais ça n'en fait pas moins quelque chose de bruyant au décollage. OK? Et comme cette semaine, quand j'ai parlé d'un peu, là, quand j'ai présenté le concept de Cité Airbus, il y a des gens qui ont des lecteurs qui ont soulevé avec exactitude un des problèmes auxquels va faire face ces taxis urbains-là, c'est l'obligation d'atterrir à un endroit désigné. C'est pas vrai qu'on va pouvoir avoir une autorisation de se poser n'importe où dans un milieu urbain. Il va falloir qu'il y ait des zones ou des pistes d'atterrissage désignées. Et ça serait fort surprenant que cette piste d'atterrissage-là soit au niveau de la rue, sur le coin d'une rue. On pense à un dépanneur dans la région de Montréal ou une station-service qu'on transformerait en aire d'atterrissage. En tout cas, il faudrait que cette aire d'atterrissage-là soit assez grand, clôturée, peu accessible. Et il faut penser que pour les gens alentours, il va falloir tolérer ça. Le bruit que ça va générer, cette activité-là, pas évident à faire accepter ça. Donc, l'acceptation populaire est l'un des gros défis à lesquels fait face cette industrie-là aussi. Parce que à partir du moment où vous avez 50, 60 véhicules qui se promènent au-dessus des gens à basse altitude, parce que nécessairement, si vous êtes dans un centre urbain, vous êtes à basse altitude. Et je reviens encore avec l'exemple de de Montréal, où les pistes, les axes d'approche des pistes à Montréal font en sorte que les avions circulent au-dessus de la ville, et à plus ou moins, à un moment donné, même c'est dans la phase finale, dans le secteur industriel, on est à moins de 1500 pieds. C'est sûr que si on est plus près du centre-ville, il y a une petite marge de manœuvre au niveau altitude, tout ça, mais on voit mal les taxis urbains se déplacer à plus de 1000 pieds d'altitude. Donc, ils vont être en dessous de 1000 pieds d'altitude. Et là, ça va engendrer encore plus de problèmes au niveau de l'acceptation populaire et du bruit. Donc, c'est un gros obstacle. Moi, c'est le plus gros obstacle que je vois dans la certification de ces véhicules-là. Puis pour ce qui est des véhicules autonomes, oubliez ça. Pas en centre urbain, puis pas pour bientôt. L'été dernier, j'ai eu une entrevue avec le président de La Flamme Aéro, M. Éric Laflamme, parce que le LX300 de La Flamme Aéro est dans sa phase de commercialisation. On parle d'un drone semi-autonome, donc capable d'exécuter ses missions, mais piloté à distance par quelqu'un, ou surveillé à distance. Et M. Laflamme disait, pour être capable de certifier un véhicule entièrement autonome, sans aucune supervision humaine dans un milieu urbain, on en a pour des décennies avant d'arriver là. Comme des décennies, donc 2 fois 10, 20 ans. Nous sommes en 2020, donc lui, il ne voit pas qu'avant les années 40, là, on va être capable de certifier un drone autonome en milieu urbain. En dehors des milieux urbains, là où le risque d'accident, de collision ou avec d'autres avions, là où le risque de tomber sur la tête des gens est beaucoup moins élevé, ben ça pourrait venir avant. D'ailleurs, Thales a un projet pour justement développer un drone avec une charge utile de 10 kg, mais l'objectif premier, c'est en dehors des zones, la certification, c'est en dehors des zones urbaines. On pense entre autres à l'inspection de lignes hydroélectriques, de pipelines, des choses comme ça. Donc, dans des zones peu habitées, on peut très bien penser, même si on pense au Québec, puis on pense à la Flamme Aéro, une possibilité pour eux, ça serait d'avoir, par exemple, des drones qui voleraient la nuit, faire de la surveillance de la patrouille de feu l'été, avec des caméras infrarouges. Parce qu'en ce moment, l'été, quand la nuit tombe, les avions et la patrouille de feu doivent revenir à la base. Ils sont en VFR, ils ne peuvent pas voler la nuit. Un drone,
avec une caméra IFR, certifié pour le vol autonome. Évidemment, on parle de patrouille de feu, donc dans des endroits où il n'y a pas d'habitation. On s'assure que la trajectoire du drone va éviter justement les zones habitées, les endroits critiques. Et à ce moment-là, on peut se permettre peut-être d'avoir un drone autonome parce que s'il se crache, il se crache dans le bois. C'est un appareil électrique, donc pas de propulsion, pas de propulsion à essence, donc moins de risque de mettre le feu. Et ça améliore la réponse, au petit matin, ça améliore la réponse des équipes de la SOPFEU qui ont déjà une idée de comment les incendies ont progressé pendant la nuit. Plutôt que d'attendre la levée du soleil, de faire décoller les avions, puis de perdre un temps précieux. Donc ça, c'est une application. Et oui, ça, c'est possible d'avoir des drones autonomes à ce moment-là. Parce qu'on est en dehors des zones urbaines, des zones habitées. Il y a peu de risques parce que la nuit, on s'entend qu'un drone qui va voler quelques centaines de pieds au-dessus des forêts, voire même 1000 pieds au-dessus des forêts, il y a très peu d'avions. Donc, si on a inclus un système où on peut voir les autres avions ou détecter la présence des autres avions et les éviter, ben ça devient possible. Surtout que sur le vol de nuit, normalement, dans les régions éloignées, c'est pratiquement tous des vols aux instruments. Donc, les avions ont des transpondeurs, on est au courant de la position, donc le drone aurait une possibilité. Donc ça serait possible. Mais encore là, il y a beaucoup de difficultés. Vous savez, certifier un avion pour voler, atterrir, décoller dans l'aéroport, c'est une chose. Le certifier pour se promener à basse altitude en zone urbaine, c'est un problème bien différent. C'est vrai qu'un hélicoptère, puis probablement que les taxis aériens aussi, peuvent tous atterrir sur l'autorotation. C'est-à-dire que si vous avez une panne d'essence ou de moteur complète, vous pouvez quand même descendre et réussir à atterrir en utilisant l'autorotation des pales. C'est-à-dire que finalement, quand un hélicoptère tombe en panne, ben, en tombant, le vent frappe dans les rotors, le rotor de l'hélicoptère le fait tourner, et en le plaçant correctement juste avant d'atterrir, on peut se poser de manière sécuritaire. Le problème, c'est que plus vous êtes bas, moins vous avez de temps de réaction. Alors, plus vous avez de drones ou d'appareils qui circulent en quantité à basse altitude, plus vous augmentez la probabilité d'avoir un accident grave ou sévère. Plus vous augmentez la probabilité d'avoir un accident grave ou sévère, plus vous devez avoir de systèmes de redondance, plus vous devez avoir de sécurité, et plus ça devient difficile de certifier les appareils. Et à mon avis, ça, c'est l'autre point faible là, en ce moment des projets de certification de taxis urbains, c'est le nombre et la difficulté d'obtenir de la sécurité à basse altitude ou même piloté par un être humain. Là, quand vous avez 30 secondes pour prendre une décision et aller vous poser d'urgence, c'est pas beaucoup. Il y a bien des proportions, si on prend dans les grandes villes comme New York, Paris, Montréal, il y a bien souvent, vous n'allez pas être près d'un endroit sécuritaire pour vous poser. Ou en tout cas, vous êtes à la limite tout le temps des endroits sécuritaires et c'est pas évident qu'un pilote aurait le temps. Donc ça, il va falloir que les constructeurs fassent certifier ça ou prouvent aux régulateurs qu'ils sont capables de gérer ça de manière sécuritaire, ce qui est pas évident. L'autre problème aussi, ça c'est un problème pour les petits constructeurs. Airbus, les grands de ce monde, Airbus, Thales, eux, ils sont capables de faire face à ce problème-là, ce troisième problème-là, qui est les assurances. C'est dans l'aviation générale, pour les fabricants de l'aviation générale, en ce moment, l'assurance, c'est un gros problème, c'est un calvaire financier. C'est ce qui fait que bien des petits appareils d'aviation générale, qu'on pourrait vendre 150 000 $, on les vend 225 000 $ parce que l'assureur exige des montants exorbitants pour protéger le fabricant, parce que quand il y a accident, si le constructeur est responsable de l'accident, soit un défaut de fabrication, soit un défaut de design, ben la poursuite qu'il va recevoir, elle aussi, est exorbitante. Vous savez, si vous vendez 10 ou 15 ou 30 appareils par année, puis qu'à un moment donné, vous recevez une poursuite de 25 millions de $, ben l'assureur, lui, doit s'assurer,
Ouais, l'assureur doit s'assurer. Ouais, OK. Ch'tounk, on va passer. L'assureur, lui, base le calcul de ses primes sur ces montants-là. Alors, si l'assureur doit verser 25 millions à tous les 10 ans, ben, il prend le nombre d'appareils produits sur 10 ans, puis il divise 25 millions par le nombre d'appareils, puis il faut qu'il se prenne une marge de profit en plus. Donc, c'est un problème important. Alors, ne vous demandez pas pourquoi il y a si peu de constructeurs ou de nouvelles constructions dans l'aviation générale qui ont été développées au cours des 20 dernières années. Et c'est pour ça que les fabricants optent tous pour la construction amateur, parce qu'en étant en construction amateur, c'est-à-dire qu'ils vendent des kits, puis c'est l'acheteur qui assemble l'avion, parce qu'en fonctionnant comme ça, tu te décharges une partie des responsabilités, parce que c'est le constructeur, la personne qui construit, qui doit s'assurer de rencontrer les normes, de le faire certifier par Transport Canada comme avion construction amateur, et ça diminue de beaucoup les coûts d'assurance. Donc, c'est pour ça. Et finalement, il y a un autre gros obstacle, la commercialisation. Et c'est là où la commercialisation, c'est le cimetière de l'aviation générale, parce que tant que vous faites de la recherche et développement, un petit groupe d'individus ensemble, que c'est des chums, c'est plus ou moins bénévole, les frais de recherche et développement sont pas si élevés que ça. Vous êtes à souvent, souvent c'est moins d'1 million de dollars par année. Ça se finance à 1 million de dollars par année, surtout aux États-Unis, en capital de risque. Ça existe. Il y a moyen de trouver du capital de risque. Il y a moyen de financer. Mais une fois que vous avez vous approchez de la certification, d'abord, toute l'étape de certification commence à augmenter les frais. C'est là où les problèmes, où les difficultés financières débutent. Et là où vraiment le clou dans le cercueil, c'est quand on arrive à la commercialisation. Parce que là, la commercialisation, la gang de chums qui travaillait plus ou moins bénévolement, puis qui donnait un coup de main, puis qui ne chargeait pas trop cher, ça ne marche plus. Là, vous devez acheter de l'outillage, construire une usine, avoir des fournisseurs, acheter de l'équipement. Et là, souvent, on passe de 1 million de dollars par année à 30, 40, 50, 70 millions de dollars pour lancer la production. Et c'est là où ça foire plus souvent qu'autrement, parce qu'ils ne sont pas capables d'obtenir suffisamment de capital de risque. Et là, ben bonjour, bonsoir, le projet est fini. C'est ça qui fait que beaucoup de petits projets en ce moment qui sont en recherche et développement, même si ce sont de bons projets, si du point de vue engineering, il n'y a rien à dire, du point de vue industrialisation, il va demeurer un problème important. Et une fois que vous avez franchi toutes ces étapes-là, vous devez avoir un produit qui est rentable. Moi, j'avais produit, il y a 2 ans de ça environ, même 3 ans, j'avais produit 2 textes sur le Bell Nexus quand Bell a présenté son projet Nexus. C'était en 2019, ça fait 2 ans. Et je m'étais amusé à faire le calcul, quel pourrait être le coût d'opération de ça et quel est le coût, la rentabilité de ce projet-là. Et je me suis amusé avec un projet, je me suis dit, si l'hélicoptère ou le Nexus, qui est un 4 passagers, coûte 1 million par année, avec des frais, j'ai mis des frais d'opération relativement simples parce que, comme c'est des moteurs électriques, c'est pas des turbines à gaz, c'est moins cher à entretenir, ça prend moins de monde, mais ça prend quand même un pilote à bord. Ben, le coût d'opération à l'heure est assez élevé. On est dans plusieurs centaines de dollars de coût d'opération à l'heure. Et là, on revient au problème de base, c'est-à-dire que si vous devez partir de chez vous, vous en allez à un centre d'achat en banlieue pour embarquer dans votre taxi urbain. Le taxi urbain ne vous amène pas directement au travail ou à l'endroit où vous voulez aller à la ville, il vous amène sur le toit d'un édifice. Vous devez redescendre, soit prendre un transport en commun ou un taxi pour finir la course. Ben, si au bout du compte, vous avez sauvé 15 minutes puis que vous avez dépensé 250, 300 dollars, peut-être que ça ne vous tente pas finalement d'utiliser ce genre de véhicule-là ou c'est pas rentable. Il faut que ce genre de véhicule-là soit très efficace, puisse aller partout et ne coûte pas très cher à utiliser. Donc, c'est vraiment ça. Et il faut qu'il y ait des bouchons importants ou des restrictions importantes. Il faut qu'il y ait un gain de temps important ou significatif pour que ça vaille la peine d'utiliser ces systèmes-là. Et à mon avis, ça, c'est l'autre
dernier point faible et important point faible, c'est-à-dire que oui, il va y avoir des systèmes qui vont être mis au point, qui vont être certifiés, commercialisés, mais ils ne se vendront pas ou les gens n'en achèteront pas suffisamment en grand nombre parce que ça va coûter trop cher. Ce qui m'amène à parler aussi de l'autre concept sur lequel je voulais élaborer un peu plus, les avions électriques. Écoutez, il y a des super beaux projets en ce moment. Je pense à Québec Aéronature qui ont un beau projet là, d'avoir un nid d'avion électrique. Et si on m'invitait, si les gens de Québec Aéronature m'invitent à aller faire un tour sur l'hydravion électrique l'an prochain ou l'autre année, je vais être le premier. C'est des très beaux projets. Maintenant, quand on regarde la viabilité de ces projets-là, à moyen et long terme, ben là, on retombe encore dans les mêmes dynamiques. Le volume n'est pas suffisant, donc le coût du produit est élevé, versus les gains d'autonomie réelle et d'énergie. On n'est pas encore rendu au niveau commercialement rentable. Mais ce sont de beaux projets. Et tant qu'on n'aura pas doublé la densité d'énergie des batteries, celle qui est disponible en ce moment, on va avoir encore de la difficulté à commercialiser et de rentabiliser les avions électriques. Ceci dit, je suis pour la recherche et le développement et l'électrification des avions. J'appuie tous ceux qui sérieusement font le travail. On peut penser ici à Pratt & Whitney à Montréal qui travaille maintenant avec The Avalon Canada sur un Dash 8 électrique ou en tout cas l'hybridation dans ce cas-ci, merci, pas électrique mais l'hybridation. Je trouve que c'est de beaux projets, c'est important de le faire parce que c'est pas parce que c'est difficile ou presque impossible à faire maintenant qu'il faut refuser de le faire. C'est justement parce que c'est difficile, à mon avis, qu'il faut le faire et qu'il faut s'aventurer dans ces projets-là. Donc, j'encourage cela, mais il faut être réaliste. Il y a très peu de projets qui risquent de se concrétiser. Un des plus promoteurs, c'est le projet Alice, qui est construit en Israël et c'est un avion entièrement électrique. Si vous regardez l'aérodynamique de ce véhicule-là, l'aérodynamique de cet avion-là, correspond à la réalité des avions électriques, c'est-à-dire que c'est vraiment une finesse aérodynamique qu'on est allé chercher, un design pas très orthodoxe, mais un résultat qui pourrait être intéressant. Cela dit, DHL a commandé 10 de ces appareils-là. Et depuis 2 ans, il y a eu une multitude de compagnies aériennes, de compagnies de cargo qui se sont lancées et qui ont dit « Ah, on passe une commande de tant d'appareils, 50 ici, 100 là, 125 là, 10 ici. » Écoutez, comme si c'était l'Eldorado. Il y a un gros hic à tout cela. C'est que ce ne sont pas des commandes fermes, ce sont des intentions d'achat très peu contraignantes, c'est-à-dire que l'acheteur a mis 0 comme dépôt, et si le projet flop, si ça va pas bien, si l'éventuel acheteur se retire, les conséquences financières sont de 0 $, donc il n'y a pas de risque. Et c'est le fun parce que ça amène beaucoup de publicité, parce que quand la compagnie, si Air Canada annonce la semaine prochaine qu'elle commande 2000 Vélocité, elle va avoir une grosse couverture médiatique, mais elle va verser 0. Alors, c'est avantageux de le faire. C'est pour ça que les compagnies, d'ailleurs, se lancent si volontiers dans ce genre de promesses d'achat qui, finalement, ne sont pas contraignantes. Dernier point, la voiture volante. Écoutez, l'aéromobile, si vous n'avez pas vu encore cette voiture volante-là, elle est magnifique. C'est une belle voiture que j'aimerais donc l'essayer. Mais là encore, on est devant un projet dont la rentabilité commerciale est douteuse. Du point de vue engineering, on a réussi à résoudre la plupart des problèmes auxquels faisait face la voiture électrique. Ils sont capables de certifier la voiture et l'avion, mais à 1,8 million de dollars, déjà, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, on s'entend. Puis en plus de ça, 1,8 million, ben regardez, c'est une voiture ça devient une voiture de collection. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le moyen de se payer ça. Maintenant, imaginez,
vous êtes à Tremblant, vous voulez venir prendre un dîner sur la rue Saint-Denis avec votre grand ami, vous partez de Tremblant, vous décollez, vous atterrissez à l'aéroport de Saint-Hubert et 20 minutes plus tard, vous êtes sur la rue Saint-Denis, vous stationnez votre belle voiture d'1,8 million sur la rue, sur le bord du trottoir ou dans un stationnement souterrain. Ça n'a pas d'importance. Votre 1,8 million de dollars traîne au vu et au su de tous. Et là, ben, comme elle a une forme spéciale, comme elle est belle, les curieux viennent la voir, ils touchent. Êtes-vous certain, quand vous allez reprendre votre voiture volante, qu'elle n'est pas endommagée? Au minimum, avant de redécoller, avant de repartir avec, vous devez faire une inspection importante. D'ailleurs, de toute façon, c'est la règle de base sur un avion, vous devez faire une inspection. Et là, imaginez que vous avez eu une petite bosse. Quelqu'un a bossé, l'a accroché. L'autre voiture qui est venue se stationner en arrière de vous, c'était serré, ben, il a accroché son pare-choc un petit peu accroché le bas de votre voiture volante. Pouvez-vous repartir? Est-ce que vous êtes capable de repartir voler? Est-ce qu'il y a des dommages? Et vous savez, à moins d'être mécanicien, ben vous n'avez pas l'autorité pour décider si l'avion peut voler ou pas. Puis moi, les mécanos que je connais, ils n'ont pas les moyens de se payer une voiture d'1,8 million. Donc, il y a peu de chances que les propriétaires de ces voitures-là aient l'autorité qu'il faut pour recertifier l'avion une fois qu'elle a été accrochée ou endommagée en milieu urbain. Donc, c'est pas quelque chose qui a un gros avenir, si vous voulez, mon avis, à cause de ça. Les gens qui ont des avions d'1,8 million de dollars en ce moment, il y en a beaucoup. Mais les avions d'1,8 million de dollars, ils sont sur des aéroports où il n'y a pas peu de circulation, où c'est seulement des gens d'aviation qui ont accès à l'aéroport. Donc, ils ne sont pas dans le trafic, la circulation normale, ils ne sont pas dans le brouhaha urbain. Vous savez, les gens qui ont des Ferrari GTO, qui sont des pièces de collection extraordinaires, là, ils vont rarement se promener en ville avec sur la rue Saint-Denis un beau dimanche d'été, puis risquer de se la faire égratigner. Alors, il y a raison de plus pour ce genre de véhicule-là. C'est son plus gros obstacle. Parce que sinon, pour le reste, là encore, si on m'invite à l'essayer, présent, j'y vais, go! Mais il y a peu de chances que ça arrive. Alors, félicitations aux concepteurs, félicitations au concept, mais hélas, peu de chances de se commercialiser. Alors voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. J'ai été obligé de me restreindre. J'aurais aimé ça en parler pendant 2 heures de temps, mais je me restreins parce que je ne veux pas non plus me perdre dans ce sujet-là. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous êtes rendu au bout, ça veut dire que vous avez aimé l'épisode, donc cliquez donc j'aime. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Puis, poussino, poussinette, à vos mobilettes!